Bonjour, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Une émission spéciale cette semaine pour faire le bilan de 2015 en France, une année difficile pour le pays. Nous serons dans un instant rejoints par Christophe Barbier, le directeur de la rédaction du journal L'Express, pour revenir sur les temps forts de ces 12 derniers mois. On commence tout de suite par un résumé en images du début de l'année 2015. La France, c'est nous et c'est tout. Il était tellement proche de cette terre, de ce peuple. Et cette dernière volonté ne doit pas vous étonner, c'est un fils d'Algérie qui est revenu. Le 17 février 2015, d'engager la responsabilité du gouvernement sur le vote en nouvelle lecture du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Ce soir, la droite républicaine remporte les élections départementales. Bonjour Christophe Barbier, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, les 7, 8 et 9 janvier, Paris a saigné 17 fois. Depuis, les lieux de culte sont sous protection militaire. Le plan Vigipirate à son maximum. Mais est-ce que les Français ont pris la mesure dès le mois de janvier de la menace qui pèse sur leur pays ? Non, les Français ont pris la mesure au mois de janvier de la menace qui pèse sur certains. Les dessinateurs de Charlie qui avaient été victimes, bien entendu la communauté juive qui était une cible, mais les Français avaient l'impression que si l'on n'était pas dans les cibles des terroristes, on pouvait passer à travers. C'est le 13 novembre que là, les Français se sont rendus compte que toute la société, tout le pays était visé. Mais le 7 janvier, on avait l'impression que c'était les symboles de la démocratie qui étaient visés, à travers notamment la liberté d'expression. La manifestation du 11 janvier, c'était une manifestation pour cela. Alors Christophe Barbier, parlons un peu politique. Le 17 février, le gouvernement a fait passer en force la loi Macron. Est-ce que cette décision est l'acte de divorce entre Valls et la gauche ? Incontestablement, la loi Macron, après le CICE, c'est-à-dire les aides massives accordées aux entreprises, après le choix de Valls pour aller à Matignon, c'était un acte de plus dans la rupture, non seulement entre Valls et une partie de la gauche, mais entre François Hollande et une partie de la gauche. Oui. Ce qui s'est passé avec les frondeurs, ce n'était pas seulement un mouvement de parlementaires, c'est la vraie cassure, le vrai divorce idéologique entre deux gauches, une gauche qui reste dans le radicalisme et qui veut une politique par la demande, et puis une autre gauche qui s'est convertie au social-libéralisme. Alors, toujours à propos de politique, en mars, la droite a remporté les élections municipales. On a vu le FN percer. Est-ce que c'était le premier acte des élections régionales, le départemental, premier acte des régionales ? Incontestablement, les départementales ont sonné le début d'une ère de conquête pour le Front National. Les municipales de 2014, l'année d'avant, c'était la sanction du pouvoir de gauche en faveur de la droite, de l'opposition de droite. Tandis qu'au départemental, on a vu qu'au premier tour pouvait arriver le Front National. Juste après, il y a eu les européennes qui ont confirmé cela. Et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui empêche désormais le Front National d'arriver au pouvoir local d'abord, au pouvoir national peut-être un jour. Et on a vu apparaître un phénomène qui s'appelle le plafond de verre. C'est-à-dire que les Français sont prêts à porter très haut le Front National au premier tour, mais au second tour, ils ont comme une hésitation. Avant de leur donner les clés d'une mairie, les clés d'un conseil départemental ou régional, il y a une hésitation. Être représenté, être dirigé, être administré par des lepénistes, d'un seul coup, il y a une rétention de la part des Français. Christophe, reste avec nous. On continuera de parler politique et on va continuer cette rétrospective. Tout d'abord avec le résumé en images du printemps et de l'été en France.
au nom de mon groupe, d'avoir une pensée émue pour celui qui fut un grand patriote et un grand serviteur de l'État. Bien, nous sommes très heureux d'accueillir Isabelle Prime chez elle. Christophe, parlons un peu relations internationales. En mai, la France a vendu 24 avions Rafale au Qatar pour un montant de 6,3 milliards de dollars. Alors on comprend la victoire commerciale et militaire pour le gouvernement, mais on peut aussi s'interroger sur la pertinence des liens de Paris avec les pays du Golfe en cette période. Les gouvernements se suivent, la réelle politique demeure. Ouais. La réelle politique, elle est fondée sur deux choses, la politique de sécurité de la France et la politique économique de la France. La politique économique, c'est vendre des Rafales à l'Égypte ou au Qatar, et puis c'est surtout avoir des investissements dans notre pays. Et de ce côté-là, le Qatar est au premier rang. Et donc, évidemment, on est prêt à des contorsions diplomatiques pour des intérêts économiques. L'autre aspect, c'est la politique de sécurité de la France. La France intervient sur des théâtres d'opérations extérieures. Elle a besoin d'avoir dans ces zones-là des alliés, y compris des alliés qui ne sont pas forcément en guerre avec nos propres ennemis. Ça s'appelle la diplomatie, ça s'appelle la réelle politique. Et de ce côté-là, Hollande, après avoir reproché fortement à Nicolas Sarkozy d'avoir été trop proche du Qatar, a mis ses pas dans les traces de son prédécesseur. Maintenant, c'est Marine Le Pen qui attaque les deux, Hollande et Sarkozy, sur ce thème-là, rompons avec le Qatar. Alors, à propos des questions militaires, fin juillet, la loi relative au renseignement a été adoptée quelques semaines après qu'un patron ait été décapité. Quelques semaines avant l'attentat raté du Thalys, il était urgent que la France mette à jour ses capacités de renseignement. Mais c'est un texte qui est décrié par beaucoup, comme quoi il supprimerait certaines libertés fondamentales. Est-ce que, d'après vous, ce texte est efficace ? C'est un texte insuffisant, mais c'est un texte déjà problématique. Ça a réveillé le vieux débat français, sécurité-liberté. C'était le nom d'une loi à la fin des années 70. Et déjà, les gens s'étaient mobilisés contre en disant non, c'est pas parce qu'on veut et qu'on doit avoir plus de sécurité qu'il faut renoncer à nos libertés de circulation ou d'expression. On ne veut pas être surveillé, même si c'est pour nous protéger. On a bien vu que ce débat était caduc quelques semaines après avec les attentats du 13 novembre, mais à ce moment-là, la question philosophique était vraiment posée. Par ailleurs, cette loi semble déjà insuffisante, puisqu'on n'a pas réussi à repérer les terroristes des vagues suivantes. Alors la loi n'est pas complètement appliquée, les décrets ne sont pas tous pris, les polices diverses et variées n'ont pas encore intégré tous les dispositifs permis par cette loi, mais on a vraiment l'impression que le gouvernement a réagi trop lentement et trop faiblement. Plus éloquent peut-être, ce sont les dispositifs sur le trafic d'armes. Ils ont été annoncés par Bernard Cazeneuve le 13 novembre au matin, et le 13 novembre au soir, ils étaient déjà caducs. Alors reste avec nous Christophe, on va évidemment parler de ces attentats. Avant cela, voyons en image la fin dramatique de cette année pour la France. De cette marque éminente de confiance tous les militants et les électeurs. Voilà pour ces résumés en images signés David Gobin. Christophe Barbier, merci d'être resté avec nous. Le 13 novembre, donc, la France a été frappée par une série d'attentats. Mais qu'est-ce que retiendra l'histoire ? L'échec des services de renseignement français, la réappropriation des symboles nationaux par la population ? Ou bien Hollande, un président rassembleur devenu chef de guerre populaire ? Je crois que l'histoire retiendra, hélas, un terrorisme qui peut frapper n'importe qui, n'importe où. Un terrorisme qui veut semer la terreur par groupe, par foule, par masse, dans les rues, dans des lieux de spectacle. Un terroriste qui ne cible plus vraiment, qui veut faire un maximum de dégâts. Les réactions ensuite ont été celles que vous décriviez, c'est-à-dire oui, un Hollande qui s'est incarné la présidence de tous les Français, la présidence de la République. Il en est récompensé à titre personnel dans les sondages, mais c'est pas le socialiste qui est récompensé, c'est pas le Parti socialiste qui en profite. Christophe,
Christophe, il y aura un avant et un après 13 novembre, comme il y a eu un avant et après 11 septembre aux États-Unis? Incontestablement, il y aura un avant et un après 13 novembre. D'abord parce qu'on a changé de regard sur cette guerre que nous mènent les terroristes Daesh. Le mot de guerre, d'ailleurs, a été prononcé et martelé rapidement par le pouvoir exécutif. On est vraiment en guerre, là-bas et ici. Ouais. Et donc, il faut s'organiser. L'état d'urgence qui a été décrété est perçu par les gens comme un état normal, comme la moindre des choses. Ça, c'est un changement de mentalité très profond. Ensuite, il y a un avant et un après, parce qu'on voit bien que toute la vie politique va se réorganiser autour de cela. Il y a le chômage, bien sûr, mais il y a aussi, et peut-être d'abord, la sécurité. Et on voit bien que tous les vieux clivages sur ce terrain-là, le clivage droite-gauche, le clivage entre Paris et la province, le clivage entre les riches et les pauvres, ils volent en éclats. La nation, eh bien, c'est vraiment tout le monde. Il n'y a plus de catégorie, tout le monde peut être victime, tout le monde doit être mobilisé. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la popularité retrouvée de Hollande ne l'a pas aidé lors des élections régionales, parce que le FN à 30% au premier tour a créé la surprise. Et comment Marine Le Pen est parvenue à se rendre fréquentable auprès d'électeurs qui ne voulaient pas voter pour elle dans le passé, des juifs, des homosexuels, des professeurs, des jeunes? Marine Le Pen a d'abord réussi à additionner deux discours. Un discours social qui a parfois des couleurs d'extrême gauche et qui s'adresse aux chômeurs, aux pauvres, aux jeunes qui sont paumés. Et c'est un discours sur le salaire minimum, c'est un discours sur l'emploi. Et puis elle a ajouté à cela un discours identitaire. Ce discours identitaire, c'est nos traditions, nos racines. Replions-nous, renonçons à l'Europe pour se protéger des migrants, renonçons au cosmopolitisme et à la mondialisation pour retrouver nos racines. Et dans le trouble identitaire traversé par la France, ce discours en séduit plus un. Et puis elle a réussi une ultime manœuvre avant l'été, c'est d'évincer son père. C'est de sortir son père, de le mettre en pré-retraite. Tout le monde pensait que son père allait lui pourrir la campagne des régionales, allait lui gâcher les élections. Il a été totalement impuissant. Non seulement il n'a pas fait de liste, mais il n'a pas pris la parole, si ce n'est au soir du premier tour, pour féliciter sa fille. Marine Le Pen a réussi à mettre à la retraite Jean-Marie Le Pen. Et avec lui, bien entendu, tous les relents d'antisémitisme et toutes les accusations de dérapage que Le Pen père traînait derrière lui. Ça a été important. Si vous y ajoutez les coups de pouce funestes de l'actualité, les migrants, les attentats, Marine Le Pen a vécu un automne qui ressemblait à un printemps. Ouais. La fin de l'année, elle est aussi marquée par la COP21 et à l'instar des négociations avec l'Iran, la France a été très impliquée, très en devant. Est-ce qu'on peut dire que cette année, Paris a joué un rôle important sur la scène internationale? Incontestablement, la France a un rôle, a une importance internationale. Sans doute pas aussi grande que du temps de De Gaulle, mais plus que Hollande ne pourrait l'espérer vu la médiocrité de son bilan national. Oui. Au plan international, que ce soit par les interventions extérieures, que ce soit par sa vision, il avait raison sur les frappes contre Bachar après les attentats chimiques, il a quand même marqué des points. Il reste plusieurs tâches quand même dans ce bilan. Bien sûr, la COP21, il a eu le courage de la mener, bien sûr, contre l'État islamique, il est en pointe, mais les tâches, c'est ne pas avoir compris la Russie et ne pas avoir su trouver avec la Russie un dialogue viril, ferme, qui ne sait de rien, mais qui existe. Il s'est trompé dans le mode de gestion, notamment du dossier ukrainien. Et puis son autre grande faiblesse, son autre grand échec, c'est l'Europe. Depuis qu'il est président, l'Europe n'a pas fait de bond en avant. Lui, le fils spirituel de Jacques Delors, il a négligé le chantier européen. Il fait le minimum, il évite que ça explose. Et c'est sûr qu'avec Merkel, il n'a pas une partenaire très allante en matière de construction européenne. Hollande devrait être l'homme qui aujourd'hui nous dit, à cause des migrants, à cause de l'échec de Schengen, à cause de la crise de l'euro, je veux construire une autre Europe, plus profonde, complètement intégrée, une Europe fédérale. Ah, pas à 27, 28 et jamais à 30, même pas à 17 ceux de l'euro, non. À 10, à 12, peut-être à 6 comme on a commencé en 57. Il devrait être le grand inventeur de la nouvelle Europe. Je crains qu'il ne soit le fossoyeur de l'ancienne Europe. Christophe Barbier, si on doit résumer 2015, on peut dire que c'était une année difficile pour la France. C'était une année terrible pour la France, marquée par des attentats au début et à la fin, marquée par la montée en puissance du Front National et marquée aussi par un échec sur le front du chômage. Économiquement, beaucoup de pays s'en sortent en Europe, beaucoup de pays comparables à la France s'en sortent et la France s'enfonce. Elle creuse ses déficits, elle creuse sa morosité, elle creuse sa dépression nerveuse. On ne peut que s'inquiéter sur les 500 jours qui nous séparent de la présidentielle. Et 2016, à quoi s'attendre? En 2016, ça va être soit l'incompréhension qui continue du côté des dirigeants. Alors à la droite, on va se déchirer pour savoir qui est le plus à droite pour concurrencer le FN. Et puis on verra bien qui est le vainqueur de la primaire dans un an. Mais de toute façon, il aura divisé ses troupes. À gauche, on va se dire qu'on repart derrière Hollande avec un air de chien battu parce que son bilan sera catastrophique. Au FN, on va se dire que ça y est, cette fois, ça va être la bonne. On va casser le plafond de verre, on va gagner le pouvoir. Ça, c'est le mauvais côté de l'année 2016. Le bon côté, ça serait un ressaisissement, une vraie union nationale, que gauche et droite comprennent qu'en leur sein, il y a de
quoi faire un grand parti central, que de Valls à Juppé, il n'y a pas de différence. Qu'entre Emmanuel Macron et la plupart des penseurs économiques de la droite républicaine, il n'y a pas de différence. Que les centristes ont aussi leur place dans ce grand parti. Les modérés de gauche et les raisonnables de droite devraient pouvoir s'unir. Ça ferait 2 Français sur 3. On aurait des extrêmes qui seraient réduits à jouer de la figuration et on pourrait enfin réformer le pays. Mais ce que je viens de vous décrire là, c'est pas des pronostics pour 2016, c'est plutôt des bons vœux, voire une utopie. Merci beaucoup, Christophe Barbier, de ces explications. Merci à vous. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée à la France en 2015. Merci infiniment de nous avoir suivis. Passez une excellente semaine sur Actu 24 News.